Hello moi-même, bonjour à toi auditeur, bonjour à tous, Stéphanie Freitag, ta coach en joie de vivre. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Dans mes capsules, mes invités viennent nous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Isabelle Colquin. Bonjour Isabelle. Bonjour Stéphanie, bonjour à Alors pour toutes. ceux qui connaissent un petit peu son histoire, on peut aussi l'appeler Sophie. Pour cette interview, tu préfères que je t'appelle Isabelle ou que je t'appelle Sophie? Ah ça, je l'avais pas anticipé celle-ci. Allez, on y va avec Sophie. Allez, on y va. Ok, super. Donc Sophie, tu es auteure de 2 livres. Ouais. Prenez la parole, prenez votre place et aussi télétravail, la prise de parole à distance. Tu es aussi conférencière, j'apprécie particulièrement tes conférences, et Merci. coach, où tu Ouais. libères la parole silencieuse et douloureuse vers une pleine puissance de parler. Mhm. Waouh. Les épreuves de la vie t'ont forcé à développer tes capacités que tu as aujourd'hui et tu as créé ton métier. Tu vas Oui. nous raconter tout ça. Il y a eu plein de péripéties, forcément, avant d'arriver à aujourd'hui. Pas Et il y en a encore tellement. plein qui t'attendent. Mais c'est un peu ça la beauté de la vie. Ouais. Sophie, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Voilà. Merci d'abord. Merci et à la fois pour ta façon de me présenter et pour l'énergie dans tes mots, cette joie, cette pétillance, c'est merveilleux, j'adore. Alors, qui je suis? On a combien de jours, hein? Non, qui je suis? Écoute, une petite fille qui était timide, qui était heureuse mais timide, et qui a compris que sa timidité pouvait être un cadeau, mais aussi un problème. Un cadeau parce que quand on est timide, ben, on n'est pas forcément tout de suite dans l'action et donc on est un petit peu en retrait et donc on contemple, on observe, on emmagasine, on apprend des choses et ça je sentais que c'était intéressant. Mais il y a un moment, avec tout ce qu'on a appris parce qu'on a été timide et en retrait, on en fait quoi en fait? Et donc à un moment il allait falloir y aller. Et donc, la parole, j'ai compris assez rapidement que c'était quelque chose d'essentiel et de crucial dans la vie. Parce que quand j'étais gamine, enfin, ou même ado, hein, quand j'étais avec des amis ou en extérieur, la parole était fluide, elle était riche, elle était spontanée, elle était impactante. Mais quand j'étais dans une salle, enfermée, en classe, et Dieu sait si j'en ai passé des heures en classe, là, j'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. D'être enfermée dans une salle avec le contexte, je n'y arrivais pas. Et donc, j'ai quand même compris qu'un jour, il fallait que je fasse quelque chose. Et donc, ça a été naturellement que j'ai pris conscience de cette problématique et que j'ai eu envie d'en sortir, en fait, de me sentir bien, de sentir que quelles que soient les circonstances, quelles que soient les personnes présentes avec moi, eh bien, que je puisse avoir la capacité d'exprimer qui je suis. Et donc, je l'ai fait. Alors, je n'ai pas été chercher des formations ou quoi que ce soit, parce qu'à cette époque-là, ça n'existait pas. Il n'y avait pas cette conscience sur la parole, sur le verbe. C'est relativement récent, en fait, hein. Mais je l'ai travaillé seule. Hein. Et puis, voilà, on y va, et on apprend, et on affine, etc. Et du coup, c'est devenu mon métier parce que les gens sont venus à moi me questionnant là-dessus et venant chercher en moi, alors que moi-même, je ne l'avais pas encore compris que c'était ce que j'allais faire. C'est déjà ce qu'ils venaient chercher. Et comme tu le dis, donc, en fait, moi, je suis devenue coach en prise de parole en public quand ce métier n'existait pas. À cette époque-là, il n'y avait que quelques comédiens qui donnaient des cours pour que les gens soient plus à l'aise. Mais il n'y avait pas du tout cette conscience sur la parole, à savoir que soit on était bon, soit on était mauvais. Et le plus souvent, on était mauvais, et c'était comme ça, c'était notre destin. Et ben, il fallait s'accommoder du truc, en fait. Aujourd'hui, heureusement, les mentalités ont bien changé et on sait bien que c'est comme toute chose, tout se travaille. Est-ce que tu as pu remarquer pourquoi, particulièrement en France, on a autant de mal à prendre la parole en public? Alors, en fait, moi, je connais très bien la culture anglo-saxonne et d'autres cultures, ce qui m'a permis d'avoir du recul sur la nôtre. En fait, en quelques mots, parce que effectivement, notre culture, notre environnement est presque nocif pour la parole, en fait. On n'est pas dans une culture de l'encouragement, on est dans une culture de la réprimande, où on appuie, même si ça évolue doucement, très doucement, mais ça évolue, on appuie là où ça fait mal, on est dans la critique. Moi, je prends souvent cet exemple qui m'a paru tellement fou, quand ma fille était, je ne sais plus, c'était en cinquième, sixième, je ne sais plus, elle ramène une copie, c'était 17, et écrit en rouge, 4 ou 5 lignes,
qui mentionnait tout ce qui n'allait pas dans le devoir. Pas un mot sur ce qui avait été bien, quoi, quand même. C'est complètement fou. On s'en rend même plus compte. On est quand même le pays de Descartes, la critique, la critique, la critique. Donc, il y a toute une culture de réprimande à contrôler. Et puis, il y a aussi, et là, c'est pas qu'en France, hein, dans les familles, l'éducation, on parle de messages contraignants, où grosso modo, moi, ça fait 16 ans que je fais du coaching et je vais travailler en allant questionner l'histoire personnelle. Donc, j'en entends des choses. Et quand je vais faire du coaching, c'est pas uniquement des personnes qui ont de la fragilité sur leurs paroles, hein. Parfois, c'est des chefs d'entreprise pour qui ça marche, mais qui ont besoin d'aller chercher encore plus d'impact. Et tout ce que j'entends au niveau de l'histoire personnelle et du vécu, c'est terrible, c'est terrible. Et je comprends que l'estime de soi est terriblement abîmée en France, parce que quand même, alors pas dans toutes les familles évidemment, mais c'est quand même, tais-toi, va dans ta chambre, t'es un enfant, pour qui tu te prends de prendre la parole, d'exprimer une opinion, mais tu le feras quand tu seras plus grand. C'est un peu généraliste ce que je dis, mais c'est quand même ce que j'entends régulièrement, et même de jeunes personnes aujourd'hui, quoi. Donc, il y a beaucoup d'entraves à travers l'éducation, où en fait, en France, je trouve qu'on est dans le rapport de force. Quand on va, moi je connais bien les États-Unis, alors il y a des rapports de force ailleurs, mais chez les gens beaucoup moins qu'en France. Que ce soit du patron aux employés ou des parents à l'enfant, il n'y a pas ce rapport de force. Nous, encore, en tant que Français, on estime qu'en tant que parents, on a l'autorité, que les enfants doivent se taire en fait. D'accord? Donc déjà, le terreau, il est quand même un petit peu compliqué, hein. Donc, il y a dans la famille tous ces messages contraignants. Soit ils sont exprimés, soit ils ne sont même pas exprimés, mais il y a une pratique de la parole où il y a des attentes des parents qui fait que le résultat est le même. Et puis, il y a quand même un système éducatif qui aurait un peu besoin de se réformer. Il est en marche, mais bon, où il y a encore une parole descendante. Et c'est une parole où de plus en plus, on va demander aux enfants qu'est-ce que tu penses pour toi, etc. Mais quand même, la plupart du temps, c'est pas ça. La plupart du temps, c'est t'apprends quelque chose et tu me le récites. Et donc, et moi, je le dis d'autant mieux encore une fois parce que je retrouve les gens en coaching. Et ce que j'entends, c'est des gens qui, entre guillemets, hein, récitent dans ce sens où ils vont exprimer ce qu'ils pensent que l'autre souhaite entendre d'eux. Ils ont été tellement habitués à formater la parole. Tu as besoin que je récite, tu attends ça de moi et je te le livre. On a tellement appris à livrer à l'autre ce qu'il attend de nous qu'on ne s'autorise pas. On s'autorise pas. Et moi, tout mon travail sur la parole, c'est en fait de donner l'autorisation. Donner l'autorisation. On a le droit et c'est bon pour soi, pour les autres, pour la vie, d'exprimer qui on est. C'est riche en fait. C'est comme si toutes les fleurs voulaient être une rose et voulaient plus être la tulipe, la marguerite. C'est absurde, on a besoin Oui, complètement. de tout Et en les fait. fraises alors, c'est chouette les fraises aussi. Tu vois, on a besoin de cette diversité de couleurs, de senteurs, de goûts, enfin de tout ça. Et toi, Donc, comment t'en es venu à sortir du silence pour t'exprimer librement jusqu'à en faire des conférences aujourd'hui? ça a été un besoin. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Avant même hein, de faire cette profession, j'ai vraiment beaucoup travaillé sur moi à travers le prisme du bouddhisme. Tout le temps été en quête de quelque chose, d'aller chercher, qu'il y a des mystères, qu'il y a des, voilà, en quête de croissance, d'évolution. Et donc, moi, c'est ce qui m'est arrivé en fait, en travaillant sur moi, à un moment, j'ai ressenti que je n'avais plus le choix, je devais y aller, je devais l'offrir au monde, ce que j'avais métabolisé en moi. D'ailleurs, les gens venaient à moi pour ça, et moi, je sentais que sinon, ça allait, mais véritablement, je sentais que ça allait m'étouffer, comme si ce n'était pas écologique et pas juste. J'avais appris tout ça et j'avais besoin de le transmettre. Donc, véritablement, ça a été un besoin pour moi. Je n'avais pas le choix, sinon je m'étouffais avec Ça tout me ce que touche beaucoup ce que tu dis là parce que je suis sur le même chemin. J'ai passé 10 ans dans une sangha tibétaine et aujourd'hui, j'en suis là à avoir ce besoin presque d'avoir l'impression de mourir en fait si je transmets pas ce que c'est je ça. sais. C'est comme si il y a un truc Absolument. puissant quoi. Ben, on est des canaux aussi, hein. On n'est pas là uniquement pour nous aller mieux, on participe à une énergie de vie. Et donc, oui, on le sent, ça nous dépasse, c'est quelque chose qui nous dépasse et qui nous incite à offrir ça au monde, en fait. Et le monde en a besoin, et surtout maintenant. Donc, c'est un besoin, effectivement, et ouais, je comprends. Donc, ouais. Quelle place ta voix occupe-t-elle aujourd'hui dans ta vie?
Je dirais que la voix des autres occupe plus de place dans ma vie que ma propre voix, en ce sens que je suis très sensible à la voix, très, très sensible à la voix. Mais je pense qu'on l'est tous. Je pense qu'il y a un déficit d'éducation sur la voix. Je pense qu'il sera comblé les prochaines années. La voix nous révèle tellement, elle est porteuse de tellement d'éléments d'information sur notre histoire personnelle, nos émotions, là où on se trouve, au moment où on parle. Elle raconte tellement de choses. Et souvent, cette voix a été meurtrie parce qu'on ne l'a pas laissé s'exprimer, on ne l'a pas laissé, etc. Et je pense qu'il va y avoir un besoin de plus en plus de travailler sur la voix, non pas travailler pour qu'elle soit plus jolie ou quoi que ce soit, mais pour retrouver sa propre voix, encore une fois. Parce qu'on nous a dit de nous taire, et donc la voix, bah, elle s'est rétrécie, elle est devenue plus fluette, et en fait, la plupart des gens ont une voix qui est mal placée, qui est timide, qui ne s'autorise pas, ou alors l'inverse, en fait. Donc moi, j'ai jamais... Compense. Pardon? Il compense dans l'inverse. Mais c'est ça, c'est ça. Et du coup, ça Et, fait trop et ça devient plus naturel. voilà, c'est ça. Et on n'est pas dans cet espace de simplement je suis moi et voilà, et je l'offre tel qu'il est, quoi. J'ai jamais encore trop travaillé sur ma voix et ça c'est une chose. Alors j'ai fait du chant et tout. Ça c'est très libérateur, c'est très bon le chant. Ça travaille le chakra de la gorge et puis ça donne des autorisations, ça émet des vibrations dans le corps et on se sent tellement mieux, ça nous met en joie. Le chant c'est de la joie. Donc les gens qui travaillent avec moi, je leur dis mais allez chantez, chantez, faites du théâtre, tout ça c'est bon, mais même chanter seul sans aller prendre des cours, hein. Tout ça pour dire que j'ai pris des cours et là, j'ai envie de retravailler ma voix parce que c'est comme, tu vois, c'est comme l'alimentation et notre premier médicament, bah, la voix, en travaillant la voix, on se positionne à l'endroit qui est écologique et juste et joyeux pour nous aussi. Voilà. Longue réponse à une courte question. Ça appelait pas une courte réponse non plus. Parfait. Quelles ont été les 3 grandes réalisations de ta vie dont tu peux sentir de la fierté ou de la gratitude aujourd'hui? Clairement pour moi, euh, numéro un devant tous les autres, c'est d'être maman. Ça, c'est sûr et certain, d'être maman. Ça a tout le temps été mon rêve premier. Et si j'avais pas eu d'enfant, quand j'étais plus jeune, je m'étais posé la question et pour moi, j'aurais raté ma vie en fait, si j'avais pas eu d'enfant. Donc pour moi, c'était très, très important. Et c'est vrai que le rôle d'être mère, c'est un sacré job. Heureusement, on ne le sait pas, ça. Quand on postule, on ne le sait pas. Donc, sacré job, mais passionnant, passionnant. Donc, c'est être mère. Et je dirais que la deuxième réalisation, bah, c'est le fait d'être là où je suis aujourd'hui, c'est d'avoir créé mon métier et mon métier qui est ma passion. Parce que dans ma famille, j'ai des exemples où, notamment mon père et d'autres membres de mon famille, qui ont essayé, les gens ont été plutôt des salariés dans ma famille, et ont essayé de créer, tu vois, leur activité, etc. Et ça n'a jamais vraiment marché. Donc, j'avais quand même autour de moi pas trop d'exemples qui, vas-y ma fille, c'est bon, ça va marcher. Non, pas trop. J'y suis allée en me disant, OK, je sens l'appel, donc j'y vais, mais est-ce que ça va le faire? Et ça le fait. Donc, pour moi, c'est une grande fierté d'avoir su, à cet endroit-là, en tout cas, créer mon destin, y croire suffisamment, donc d'être indépendante et autonome, et surtout de faire ce métier qui est vraiment une passion, qui n'est pas un métier, en fait. Quand tu te réveilles et que tu fais des choses que tu aimes en permanence, mais le bonheur total, quoi. Hein, tu dois connaître ça, je pense. Je sens que ça te parle. Après, pour les auditeurs, hein, c'est pas non plus l'extase tout le temps, hein. Il y a des trucs qu'on fait qui sont moins sympathiques que d'autres, mais c'est juste qu'on y met un sens qui fait Voilà. en sorte que ça devient, voilà, c'est Bah, léger et tout. voilà, comme toute chose, je veux dire, effectivement, quand tu es entrepreneur, bah, du coup, il y a de la gestion, il y a des choses, oui, donc, mais ça fait partie de la vie, hein. Tout ne peut pas être juste du bonheur. Il y a aussi oui, parfois, puis il y a des downs, il y a des choses comme ça, hein, mais ça fait partie du voyage. Moi, je crois vraiment que la vie est une aventure, c'est une exploration, c'est un jeu et c'est une opportunité de croissance. Et donc, voilà, les choses qui sont moins agréables nous apprennent des choses aussi et on peut apprendre à travers elles. Et tu m'en avais demandé Une 3. troisième, ouais. La troisième, c'est
c'est les stages éléphants que j'organise en Thaïlande. Alors, plus depuis qu'il y a le confinement, parce qu'il y a une situation internationale qui est tendue quand même. Donc, voilà. Tu penses les reprendre quand? Eh bien, je ne sais pas. J'attends que ça se calme parce que c'est quand même très tendu et j'ai pas envie d'amener un groupe dans une situation où tu ne sais pas si tu vas pouvoir revenir ou c'est tendu, en fait. Mais oui, je souhaite les reprendre, évidemment. Et pour moi, ça, c'est non seulement une grande joie, une grande réussite, mais une grande fierté, effectivement. Parce que les éléphants, depuis que j'étais gamine, c'était un rêve. Je me souviens avoir entendu un documentaire, mais j'étais toute petite, hein, je devais avoir dans les 5 ans. Et c'était une famille d'éléphants qui migrait vers un plan d'eau avec la matriarche en tête. Et je me souviens que dans le commentaire, ils expliquaient que les éléphants, quand ils rencontraient des ossements sur leur route, ils s'arrêtaient pour les renifler. Et qu'ils étaient en capacité de distinguer ou d'identifier si ces ossements appartenaient à des membres de leur tribu ou de leur famille. Et si c'était le cas, ils restaient là et il y avait des rituels en présence des ossements, etc. Et là, moi, à 4-5 ans, je pensais que la vie, elle était comme ça, quoi. Et puis là, tout d'un coup, ça m'a fait un truc, il se passe des choses, il y a quelque chose, un mystère, quoi. Un mystère s'était ouvert devant moi. Et donc, j'ai associé l'éléphant à ça. Et ça a tout le temps été un rêve d'aller rencontrer l'éléphant. Et pendant des années et des décennies, je ne me suis pas autorisée. C'est trop loin, c'est trop fou, ça coûte trop d'argent, c'est impossible, tu vois. Et à partir du moment où je me suis dit, mais en fait, ce rêve, peut-être qu'il est possible, tout a pivoté tout de suite. J'ai organisé le stage, mais d'une façon tellement fluide. Toutes les portes sont ouvertes. Je pense que j'en ai parlé une fois sur Facebook et j'ai envoyé un texte et tout a été complet tout de suite et tout a été miraculeux. Et les éléphants sont des créatures grandioses auprès desquelles on apprend tellement. Ce sont des thérapeutes de folie. Ah, bon, il ne faut pas m'amener sur le chemin des éléphants parce que là, ça va être des semaines et des semaines qu'on va parler ensemble. Ah, Ah, ça donne envie en tout cas, c'est vraiment. J'en ai les frissons partout. C'est vraiment fort. en fait, les éléphants touchent beaucoup de personnes. J'ai vraiment le sentiment qu'ils sont inscrits d'une façon particulière dans l'inconscient humain. Et quand tu les rencontres, tu sais pourquoi. Parce qu'ils sont tout. Ils sont tout à la fois. Ils portent tout en eux. Ils sont d'une sensibilité incroyable et en même temps d'une puissance folle. Enfin, et quand tu les rencontres, tu as vraiment l'impression de revenir à l'origine de la vie. Parce qu'ils sont comme préhistoriques, leur peau, c'est comme du caoutchouc, c'est à ces masses là qui se déplacent, qui font aucun bruit. Enfin, tout est complètement, ça te sort de ce que tu vis habituellement et tu es en présence d'une vie autre, quoi, tu vois. Donc, tu as l'impression de toucher, quand tu les touches et leurs cellules, de revenir vraiment à la vie originelle. Enfin, moi, c'est vraiment l'expérience que j'ai vécue et beaucoup d'autres personnes aussi. Hein. C'est des êtres extraordinaires, extraordinaires. Et justement, sur ce sujet de la sensibilité, est-ce que toi, ça a été une difficulté dans ta vie? La sensibilité. Ouais. Je pense que oui. Oui, quand j'ai été gamine, je pense que j'ai coupé ça à certains moments. Et quand j'étais gamine, il n'y avait pas tous ces bouquins, il n'y avait pas toutes ces émissions, tous ces podcasts qui nous expliquaient que, etc. Il n'y avait rien Les de tout ça. tutos YouTube, ça n'existait pas. C'était pas, non, du tout. Donc, tu coupais et comme tu voyais qu'à côté, bah, c'était coupé aussi, puis chez le copain aussi, puis chez la copine aussi, tu te disais, bon, bah voilà, c'est normal. Il faut rentrer dans le monde adulte à reculons, mais on rentre et on coupe, quoi. Donc, oui, bien sûr, ça a été très difficile. Et puis, tu comprends pas hein, quand tu es gamine, que tu rentres dans le monde adulte. Quand tu commences à comprendre certaines choses, tu dis, bah non, moi, je veux pas aller là. Je veux pas aller dans cet environnement. Et puis après, quand tu grandis, quand tu vis certaines choses, et justement, le fait d'avoir des enfants aide à tellement d'endroits où là, tu n'as pas le choix, il faut réouvrir tout ça pour être avec eux. Et de toutes les façons, c'est pas qu'il faut, c'est qu'ils te l'ouvrent naturellement. Ils viennent appuyer jusqu'à ce que ça s'ouvre, de toute façon. Exactement, exactement. Et c'est là que bah, tu te dis que la vie est quand même mieux vécue bah, si tu vis pleinement avec tes émotions, avec ta sensibilité. J'espère que ça se fait de plus en plus parce qu'on parle d'intelligence émotionnelle, de plus en plus même dans les écoles. C'est vrai qu'on avait privilégié à une époque uniquement l'intelligence intellectuelle qui a fait mal à tellement de monde, mais à tellement de monde. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, heureusement, on comprend que l'intelligence, elle est variée, multiple, elle s'exprime différemment et qu'on reconnaît différents types d'intelligence et heureusement, il était temps, il était temps. Et donc aujourd'hui, la sensibilité, elle est nécessaire en fait pour trouver sa place dans ce monde et puis aussi pour vivre sa vie, pour se sentir bien, pour être heureux. Si on coupe une partie de soi, et notamment cette partie-là, ben, je pense qu'on est un peu désœuvré en fait. On est coupé de notre joie et c'est notre état naturel. Absolument. On n'a plus le sens, on n'a plus la joie, on n'a plus le lien à soi, le lien à l'autre. Donc, c'est folie, en fait. C'est folie que de couper ça, en fait. Mm. En quoi c'est devenu une force pour toi aujourd'hui, cette sensibilité? Ben, une force parce que du coup, quand tu te l'autorises après, quand tu rouvres l'accès et tu te l'autorises, ben, tu vois bien que dans mon coaching, notamment dans tout le travail que je peux faire sur la parole, euh, il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de, je perçois à travers les mots, à travers, enfin, les gens me parlent de problématiques, mais même la façon dont ils m'en parlent et mon ressenti à moi aussi quand je les entends, etc. J'arrive à comprendre assez vite, ok, c'est là en fait, toi. Donc de leur montrer l'articulation de la problématique à travers les éléments qu'ils me donnent. Donc, pour moi, la sensibilité est essentielle dans le travail que je fais, parce que tu l'auras compris, ma façon de travailler sur la parole, c'est pas du tout à travers des techniques qui enferment, mais c'est à travers me mettre au service de la personne, de comprendre qui elle est et de lui donner les clés, je ne sais pas si on peut dire ça, mais des espaces manquants en elle qu'elle voit pas parce que c'est tellement en elle qu'elle n'a pas le recul nécessaire. Donc, c'est lui donner lui amener son regard vers ces espaces manquants pour qu'il y ait une nouvelle articulation qui se mette en place et où elle puisse se déployer en fait. Donc, la sensibilité est vraiment une clé, mais une clé essentielle. Et pour tout le monde aujourd'hui, pour traverser la vie, parce que la vie est de plus en plus complexe et de plus en plus subtile. Et quand on a en plus ce radar, hein, c'est extraordinaire. Alors oui, on peut se prendre des claques à travers ce radar. Mais les claques, c'est parce qu'on a besoin de fortifier une fragilité, en fait. Et que quand on le fortifie, du coup, on va pouvoir laisser opérer notre sensibilité et elle est vraiment nécessaire dans ce monde, je pense, véritablement. Dans notre société, beaucoup d'entre nous ont du mal à s'aimer pour tout l'être parfaitement imparfait qu'ils sont, que nous sommes. Hein. Où est-ce que tu en es, toi, sur ce chemin d'amour propre, d'amour même inconditionnel vers toi-même? Alors, j'ai le sentiment d'aller très bien à cet endroit-là. Je suis convaincue qu'il y a encore du travail, il y a encore de l'espace, on n'arrive jamais au bout de rien. Il y a tout le temps voilà, à aller chercher davantage. Mais je me souviens de la jeune fille timide dont je parlais tout à l'heure, qui pouvait rougir, mais tout de suite, n'osait pas demander enfin, rien, quoi, tu vois, c'était vraiment douloureux, douloureux, douloureux. Et aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Alors là, vraiment, et c'est un bonheur, c'est un bonheur. Et même l'opinion des autres, ce qu'on peut me renvoyer. Alors, si on me dit des choses sur moi qui, a priori, hein, semblent désagréables ou critiques ou quoi que ce soit, mon chemin, ça a été d'écouter cette chose-là, d'essayer de prendre l'information et de voir si, quand je le passe à travers mes différents systèmes, s'il y a un endroit où effectivement il y a quelque chose à travailler. Tu vois, aller prendre l'information et travailler dessus. Et une fois que j'ai travaillé sur l'information, ben merci et basta, quoi, tu vois. Et on apprend des choses à travers ce que les autres nous renvoient aussi. Donc, cette façon de faire, d'opérer, de prendre la chose et puis vraiment de la tester et de questionner et de remonter à la source pour poser des questions, etc., etc., je le fais et j'ai une grande, grande honnêteté envers moi-même. Donc, si on me renvoie des choses, je ne vais pas simplement tu vois, l'envoyer plus loin d'un revers de main, pas du tout. Au contraire. Et donc, je l'ai tellement fait que je le fais assez naturellement et que du coup, on peut me dire ce qu'on veut, ça va, quoi, parce que je travaille avec et je ne le mets pas au mauvais endroit, en fait. Donc, à cet endroit-là, j'ai fait un travail phénoménal, phénoménal, parce que je manquais beaucoup d'amour et pendant très longtemps, mais je ne me suis pas du tout aimée. Mais je ne suis pas du tout à cet endroit-là aujourd'hui. Je m'aime, j'aime beaucoup la personne que je suis devenue. Elle est aussi encore et toujours en chemin, heureusement. Donc, et ça change la vie. Hein, Comment de, de- t'en es arrivé à ça? T'es passé Comment? par quoi?
T'es passé par quoi comme étape pour passer d'une personne timide qui n'a pas du tout confiance en elle et qui ne ressent pas d'amour pour elle à la personne que tu es aujourd'hui? Les étapes. En tout cas, elle est grande, parce que pas 3 heures non plus. Mais, Je me doute que c'est un ouais, chemin de vie, mais oui, mais tu sais, je pense que, alors tu vois, là, ce qui me vient là tout de suite, qui vient de me traverser, ça a été les enfants aussi, malgré tout, parce qu'ils te permettent de dépouiller des choses qui t'embarrassent en fait, et qui sont pas ni écologiques, ni bonnes, ni justes. Voilà, parce qu'ils te remettent la rivière de la vie en fait, tu vois. Donc, je pense que ils ont été pour moi une étape très importante de libération de beaucoup de choses. Je sais pas si c'est le cas pour toi ou d'autres femmes, oh mais oui. voilà. Moi, j'ai découvert mon hypersensibilité avec ma fille hein, quand elle a été diagnostiquée. Ma mère m'a dit, ah mais oui, mais toi aussi? Oh bah oui, je ne savais pas depuis le temps. Vois. Ça aurait été C'est bien de me le dire. complètement fou, hein. C'est complètement fou, hein. Ouais. Donc les enfants, et je pense que le travail que je fais, et même que j'ai fait avant même de le faire en tant que travail, où les gens venaient à moi, etc., en fait, quand j'ai pu saisir, pu écouter, pu être en relation avec toute cette estime de soi abîmée des autres, et que je venais au secours de ça presque, si tu veux, eh bien je pense qu'en leur permettant de travailler dessus, bah, du coup, moi-même, je bénéficiais de tout ce travail, tu vois, d'une façon Mm. indirecte. Et aujourd'hui, en fait, c'est fou parce que dans les coachings, comme je l'ai dit, hein, je vois tellement que cette estime de soi est abîmée, mais constamment, hein, constamment, que je sais qu'il va falloir travailler dessus et c'est essentiel pour se sentir bien, en fait. C'est une clé essentielle. Et c'est tout ce qu'on a pu dire avant, hein, à travers l'éducation, la réprimande, etc. En tant que parent, en tant qu'adulte, on peut véritablement aider les jeunes simplement en portant un regard d'amour et pas tout le temps dans le jugement. On est tellement excessivement dans le jugement parce que c'est ce qu'on a capté de l'environnement, hein. L'environnement partout il juge et donc on a appris à juger puisqu'on se conforme et qu'on apprend à travers l'environnement dans lequel on évolue. Mais quand on pose un regard d'ouverture, d'accueil, d'amour, mais ça change tout, ça change tout. Donc, les étapes, j'ai du mal à mettre le doigt dessus. Je pense que les enfants ont véritablement aidé et je pense que tout le travail que j'ai pu faire avant même que ce travail devienne mon travail, en aidant les autres, et ben, du coup, j'ai appris dans ce processus, en fait. Tu vois. Voilà, voilà, voilà. Et est-ce que tu as senti un moment dans ta vie où il y a eu ce shift, ce moment où tu t'es choisi? Tu sais, un moment où presque on vit pour l'autre et d'un seul coup on se rend compte, mais attends, c'est moi d'abord en fait. Je peux pas donner à l'autre si j'ai pas Ouais. moi. Alors, oui, alors je l'ai senti à différents moments, mais un moment clé, alors ça me gêne un peu d'en parler, mais dans mon mariage que j'ai quitté, qui avait beaucoup de belles choses, hein, quand on se retrouve dans une relation ou dans un mariage, c'est donc tous les deux, on a décidé d'y aller pour différentes choses, là aussi, écologiques ou moins, quoi. Donc la relation a été très belle à certains endroits, et à d'autres endroits, je me suis vraiment abandonnée. Je me suis vraiment, j'ai laissé le pouvoir et aux enfants quelque part et au mari et c'était plus possible. Il y a un moment où c'était plus possible. Et donc j'ai quitté ce mariage. Et même quand on choisit soi-même de le faire, hein, on traverse des phases de deuil puisque bah, tu quittes une famille, tu détruis un endroit, une famille, même si elle continue d'exister différemment, sous une autre forme. Et puis tu détruis aussi le comment dire, bah, ce que tu souhaitais construire, l'image que tu avais de la famille. Enfin, voilà, donc il y a des deuils à traverser. Mais ça a été le choix de me choisir. Et vraiment, non seulement je ne le regrette pas, mais c'était important de le faire parce que tant qu'on ne s'est pas pleinement rencontré soi-même, on obstrue des choses. Hein, on sait bien que si on ne s'aime pas pleinement, ben, on ne va pas pouvoir aimer les autres. C'est pas vrai. On ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas. C'est impossible. Donc, c'est vrai que dans notre culture encore, quand on parle d'amour de soi, ça hérisse les poils de beaucoup de personnes parce que là, c'est le terrain judéo-chrétien. Tout de suite, on nous met dans des catégories d'arrogance, de prétention, etc. Alors que c'est pas ça. Et moi, j'ai l'habitude de dire que le travail sur l'estime de soi et d'apprendre à s'aimer, c'est de placer l'ego à sa juste place. Et là, encore une fois, que ce soit écologique pour tout le monde, pour soi, pour les relations aux autres, etc.
L'ego a sa place, l'ego il nous amène quelque part, il est important, mais c'est de le mettre à sa juste place. Donc pas qu'il prenne toute la place, mais justement de le mettre à sa juste place en ce sens qu'il va se mettre au service d'autre chose, de quelque chose de plus grand que soi. À travers toi, tout ce que tu fais et moi, ce que je fais, c'est se mettre au service de quelque chose de plus grand que soi. Et plus on va s'aimer, plus déjà l'énergie, elle circule en nous, plus on est apaisé, plus on est serein, plus on est amour, et plus on vit cet amour, et plus on va être en capacité de le transmettre, que ce soit d'une façon consciente ou inconsciente, et plus on va permettre aussi aux autres, on va donner accès aux autres à un espace de guérison, à travers nos mots, à travers qui on est, notre attitude, l'énergie qu'on a, etc. Donc, s'aimer soi-même, c'est vraiment une clé de la vie. C'est une clé de la vie. C'est vraiment, ouais, je ne sais pas comment le dire mieux, mais c'est tellement fondamental. C'est comme tu achètes une plante, tu as besoin de l'arroser en fait, et tes enfants, tu as besoin de les nourrir. C'est pareil. C'est se nourrir soi, c'est se donner cet amour qui fait qu'on va être plus en phase avec la vie, on va mieux accueillir la vie, on va plus ressentir la joie, ça va ouvrir cet espace de joie qui est, comme tu l'as dit tout à l'heure, notre nature véritable, qui est la joie. C'est pas les problèmes, c'est pas la petitesse, c'est pas la jalousie, ça c'est des choses captées de la société. Notre nature profonde, c'est la joie. Et plus on va s'aimer, plus on va ouvrir cette porte sur la joie, en fait. Donc c'est vraiment clé. Ouais. Et au quotidien, du coup, pour entretenir cette joie, ce soin à soi-même, cet Mhm. amour, est-ce que toi, tu as des bonnes habitudes ou des choses que tu mets en place dans ton quotidien qui pourraient inspirer les autres? Alors il y a plusieurs choses. Il y a déjà s'aimer, c'est se respecter. Et donc, arrêter de dire oui pour être une enfant sage et être apprécié des autres ou être aimé des autres. Un oui qui part à reculons, c'est pas un oui et les gens le sentent et on fait rien de bon avec ça en fait. Donc c'est arrêter de dire oui de façon systématique, mais respecter ses besoins. Moi, j'ai connu une époque où je disais oui, tu viens, nanana, je disais oui, mais ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. Et aujourd'hui, je me respecte pleinement. Je veux dire, je vérifie tout le temps avec moi, est-ce que c'est oui ou c'est non? Et si c'est non, c'est non. Et l'autre le comprend très bien. Et du coup, je reste dans mon espace de respect de moi-même et j'écoute mes besoins. Et ça, c'est fondamental si je veux être bien, si je veux être en joie et en amour. Respecter ses besoins. Le problème, c'est que souvent, les gens connaissent même pas leurs besoins. Ils les ont tellement pas écouté qu'ils retrouvent même plus le chemin vers en fait c'est quoi mon besoin, on me propose telle chose mais j'ai envie de quoi, je sais même pas en fait de quoi j'ai envie parce que je me suis tellement distanciée de moi-même, mais on retrouve le chemin heureusement. On retrouve donc c'est vraiment déjà de se respecter en écoutant ses besoins et quand on dit oui que ce soit un vrai oui et que ce oui ça soit d'abord pour soi mais pas d'une façon égoïste. Ça veut dire que on va être en capacité de mieux donner aux autres, en fait. Parce qu'on sera encore plus intègre et plus plein et plus soi-même quand on va être en lien avec l'autre. Donc ça, c'est la clé pour moi. Et puis après, c'est vraiment, dans ce monde fou, savoir prioriser aussi ce qui nous fait vibrer. Revenir aux activités, aux choses qui nous font du bien, comme les bains de forêt pour moi, enfin les bains de nature. Être en lien avec la nature. Tu vois, là, je suis à Paris en ce moment, c'est bétonné, alors pas partout, mais c'est bétonné. Je suis convaincue que les gens qui vivent avec un accès à la nature ou dans la nature, leur espace de joie, d'amour de soi est naturellement nourri à travers les végétaux, les arbres, l'eau, etc., etc. C'est nécessaire à l'être humain. On vient de la nature, on vient de cet espace-là. Donc, le lien avec la nature est crucial pour moi. Ça nous nourrit, d'accord? Ça, c'est fondamental. Et puis, ça va être alors, il y a l'alimentation, évidemment, et puis c'est aussi euh, des routines. Moi, j'ai besoin de bouger le corps aussi. Alors, je fais moins de sport que j'en ai fait à une époque, mais c'est vraiment de beaucoup marcher, de me stretcher, de faire pas mal de choses parce que le corps, c'est notre temple, c'est notre véhicule premier et on vit des vies sédentaires aujourd'hui et le corps n'est pas fait pour ça. Le corps, il est fait pour bouger. Notre corps est bourré d'os et de muscles. Pourquoi? Pour se mouvoir. Et en fait, on a quelque chose qui est de l'ordre du miracle.
Ce corps est un miracle. Et toutes ces maladies et c'est parce qu'on ne prend pas soin de lui aussi. Alors, pas uniquement que physiquement, hein, c'est aussi les émotions non gérées, les émotions refoulées, etc. Mais donc voilà, ça c'est mes clés, c'est vraiment écouter mes besoins, c'est aller en nature, c'est bouger le corps, faire attention à mon alimentation. Et vraiment, c'est s'écouter en fait. C'est vraiment s'écouter, écouter le corps, parce qu'en fait, le corps, il sait déjà tout. Et quand on se met à l'écoute du corps, il est capable de nous dire si oui ou non c'est bon pour nous en vérité. Donc on sait tellement de choses, beaucoup plus de choses dont qu'on en est vraiment conscient en fait. Et le corps est le médium qui peut nous donner ces informations, donc de l'écouter. Voilà. Et quand tu traverses un scrunch, c'est ce que j'appelle les contractions de la vie, les moments où ça se passe pas comme on avait prévu. Comment tu prends soin de ton estime de toi, de toi? Euh, En fait, généralement, comment dire, euh, j'ai presque envie de dire que c'est coquin de dire ça, mais que ça ne me pose pas de problème et que même parfois j'aime. Parce que je sais que ça va être, si ça vient me chercher quelque part, si ça vient me bousculer ou frotter, c'est donc qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place en moi. Et que l'événement extérieur n'est là que pour amener de la conscience à cet espace-là. Et tu vois, quand il y a de la contrariété ou quand il y a de la résistance, moi j'appelle ça de la résistance créatrice, que la résistance, elle n'est pas là par hasard. Et que souvent, elle est là aussi. Euh, on appelle ça des obstacles. Moi, j'appelle pas ça des obstacles. Cette résistance, elle peut être là parce que, tu vois, tu passes en dimension supérieure où tu as besoin où tu souhaites apprendre de nouvelles choses. Et donc, ça se fait pas tout le temps simplement dans la facilité et dans la douceur. Il y a des endroits où il va falloir apprendre des choses un petit peu plus complexes. Et donc, ça vient, ouais, te chercher à des endroits plus difficiles. Mais avec ma façon de voir les choses, du coup, ça m'excite, c'est un mot fort, mais oui, je sais que je dis, ah, tu vois, il y a un truc je dis, ah, ça va être quoi là, etc. Tu vois, donc il y a de la joie en fait. Ouais. Il y a de la joie. Parce que je le sais, c'est quand il y a une résistance qui va être forte, c'est donc il est en train de se passer quelque chose. C'est comme un changement de paradigme qui est en train de s'initier. Tu Est-ce que vois? tu as remarqué que du coup, les Scrooge sont moins forts? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Tu vis moins de trucs vraiment. Mais même parfois, ça me questionne. Je dis, mais attends, pourquoi tu es aussi stable? Il doit y avoir un problème avec ça. Tu vois? Donc, ouais, ouais, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça m'arrive encore d'être bousculée, mais de moins en moins. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Et en conclusion, quel secret la vie t'a appris que tu souhaiterais léguer à ce monde? Euh, alors, il y a quelques semaines de ça, en fait, mon père s'en est parti rejoindre les étoiles. Et moi, je trouve que dans cette société, on nous cache la mort, la vieillesse, la maladie, et c'est tellement dommage. Parce que quand j'ai eu l'occasion justement de côtoyer la mort, et là je l'ai accompagné sur sa fin de vie, quand j'ai eu l'occasion de côtoyer la mort ou la maladie, à chaque fois, alors c'est moi qui choisis de le vivre comme ça, hein, mais ça me renvoie encore plus fort dans la vie en fait, et cette urgence à vivre. Et c'est ça la folie de ce monde, c'est qu'on est tellement conditionné, on a tellement de petits joujoux, etc., et qu'on traverse les journées parfois d'une façon un peu zombie, quoi. Et donc, le secret, qui ne devrait pas être un secret, mais bon, c'est vraiment que la vie est un miracle. Je parlais que le corps est un miracle. La vie est vraiment un miracle. Et attention de ne pas faire d'amalgame entre la vie et la société. Hein, le monde des hommes tel que nous, on l'a créé, mais la vie en tant que telle, c'est juste un miracle. Et donc, de garder à la conscience ça, ce miracle, cette ouverture au monde, cette joie, cet émerveillement en fait. Et plus on l'a dans la conscience, ben plus on ouvre des possibles. Et plus la joie se manifeste. Et en fait, on rentre dans une sphère vertueuse où il se passe des choses magnifiques. Des synchronicités, des rencontres, des conversations, des moments, enfin voilà. Donc, le secret, c'est vraiment ça, c'est que on nous renvoie quotidiennement des images de la vie si difficiles, et c'est vrai, ça en fait partie, mais quand on va plus profondément, la vie est vraiment un cadeau et un miracle. Et quand on vit des épreuves, parce qu'on vit tous des épreuves, c'est pas pour nous faire mal,
c'est qu'il y a des choses qui sont difficiles, mais qu'on va pouvoir grandir avec ça. On va pouvoir grandir. Et donc, revenir à cet espace de waouh, cet espace de joie. Et je pense qu'on peut tous le cultiver. Et plus on est conscient de ce waouh et plus on vit le waouh, bah, plus c'est savoureux de vivre. Bah, voilà. J'ai répondu à la question. Ouais, merci beaucoup, Sophie. Merci pour ton expérience. On va rester sur cette vibration-là, que la vie est un miracle. Je partage complètement. Euh, voilà, j'ai aussi la chance d'avoir des grosses coachs qui m'ont fait goûter à cette vie, à cette préciosité de la vie. Ouais. Et c'est tellement goûtu, en fait. Ouais, quand on se rend compte de son côté éphémère, c'est goûtu. Ça change tout. Je ne sais plus quel poète a dit la beauté se trouve dans le regard. Hein. Et c'est vraiment ça, tout part de soi en fait. C'est pour ça que toutes tes questions sont fondamentales sur l'estime de soi, apprendre à s'aimer. Parce que quand on rétablit tout ça et que du coup notre terrain intérieur, eh ben, il est tranquille, il est apaisé, il est heureux, ben, le miracle de la vie, tu vis beaucoup plus facilement. Mais si tu es en distorsion avec toi, en dissonance, ou qu'il y a des espaces en toi qui sont bloqués, fermés, rigides, secs, ça va être un peu difficile d'aller vivre le miracle. Mettre un petit peu d'huile un peu partout. De l'huile d'amour. Voilà, Une huile de coco qui sent bon. Pas de l'huile de coude, de l'huile d'amour. Une huile toute douce. J'espère, toi, sincèrement, auditeur, que tu profites de toutes ces clés qui ont été partagées, que ça te fait cheminer sur ton propre chemin de vie pour t'aimer encore plus, davantage, toujours un peu plus, un petit pas à la fois. Il n'y a pas besoin de se mettre de la pression. Là-dessus, encore moins. Oui, d'accord. J'ai hâte de lire en commentaire tes prises de conscience, ton cheminement personnel, tes questionnements. Si cette vidéo elle a de la valeur pour toi, je t'invite à la partager à d'autres personnes. Redonne de la valeur, tu en as reçu plein. Donc n'hésite pas à partager largement à toutes les personnes qui pourront en avoir besoin. Tu leur feras un superbe cadeau. Et puis toi, tu te sentiras aussi mieux parce que tu as fait un cadeau aux autres. C'est cool. Sophie, je te souhaite une très belle continuation dans tous tes projets. Où est-ce qu'on peut se retrouver? Où est-ce qu'on peut te trouver en ce moment? Déjà, merci à toi pour cet espace que j'ai trouvé très doux, très joyeux et fécond. Merci à toi. Merci à vous toutes et vous tous qui serez là à écouter et à partager. Où est-ce qu'on peut me retrouver? Tu sais, j'ai un site internet, j'ai les réseaux sociaux, même si là, je suis moins présente en ce moment par rapport à ce que j'ai traversé dernièrement. Mais je suis sur Facebook, Instagram, LinkedIn, donc n'hésitez pas, bien sûr. Sous cette vidéo, vous allez trouver tous les liens pour retrouver Sophie, Isabelle. Merci beaucoup. De l'extérieur, c'est Isabelle. Allez, tu peux nous raconter l'histoire? Pourquoi Sophie? Pourquoi Isabelle? En fait, je devais m'appeler Sophie. Et quand ma mère a accouché, la sage-femme lui demande, à cette époque-là, on faisait l'état civil sur place, et la sage-femme lui demande comment s'appelle votre enfant? Et elle dit Sophie. Et la sage-femme lui dit ah, c'est pas joli, appelez-la Isabelle. Ma mère dans les vapes et tout, ok, c'est bon, etc. Donc je m'appelle Isabelle. Mon père arrive à la maternité. Elle est où, Sophie? Ah non, c'est pas Sophie, c'est Isabelle. Ok, très bien. Et en fait, pourquoi je raconte cette histoire, c'est qu'en fait, j'ai jamais senti que je m'appelais Isabelle. J'ai tout le temps senti un espace entre ce prénom et moi. Alors maintenant, je m'y suis habituée, mais non, c'est pas mon prénom en fait. Par contre, on m'a appelée dans la vie à différents moments Sophie. Les gens qui me connaissaient pas m'ont dit Sophie. J'ai ah non, ah mais pourtant. Je dis bah oui, je comprends. Et il n'y a pas si longtemps, j'ai fait l'expérience de sentir quand on m'appelle Sophie, ça fait quoi? Et là, c'est bon, quoi, c'est bon. Sophie, c'est vraiment mon prénom, en fait. Oui, j'en suis convaincue. Donc voilà. L'importance d'un prénom, c'est fou. Hein. Ça a une énorme importance. Je me suis même demandé à certains moments si le prénom, justement, ne changeait pas le destin et t'amenait pas sur des voies différentes. Et je pense qu'il y a des choses comme ça aussi. Hein. Voilà, donc c'est le rapport qu'on a à son prénom, je pense. Ah oui, absolument. Et le rapport que nos parents ont avec ce prénom, puisque ils ont une telle importance pour nous quand on était enfant. Évidemment, évidemment. Ça, donc voilà. Okay. Cher auditeur, pardon. Tu voulais dire? Je disais merci infiniment à toi et à vous tous. Merci beaucoup. Cher auditeur, écoute ton cœur, suis ta boussole de joie, découvre, connecte à ce miracle qu'est la vie. On en a tous besoin, tous ceux qui sont autour de toi et toi le premier.
On se retrouve le mois prochain dans une nouvelle interview, toujours aussi inspirante. À très bientôt. Au revoir. Vous venez de recevoir de la valeur. Je vous invite à redonner de la valeur en partageant cette vidéo. Pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez mes notifications par mail. Je vous souhaite une très belle continuation, une bonne journée et à très bientôt.